Bienvenue dans le débat entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce la grande rupture? La nouvelle stratégie de sécurité américaine, publiée vendredi par la Maison-Blanche, considère que les affaires des autres pays ne nous concernent que si leurs activités menacent directement nos intérêts. Mais sur l'Europe, la doctrine salue aussi la montée en puissance des partis patriotique de l'extrême droite pour, je cite, enrayer le déclin civilisationnel européen. Le document ajoute que l'Europe est en déclin économique en raison des réglementations nationales et transnationales. Au même moment, Bruxelles inflige une amende de 120 millions d'euros au réseau X. Elle estime que le réseau social a enfreint les règles de la loi européenne sur les services numériques. Elon Musk a dénoncé les commissaires woke de la Stasi de l'Union européenne, je cite. À Londres, aujourd'hui, se sont retrouvés Emmanuel Macron, le chancelier allemand Merz, aux côtés de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Volodymyr Zelensky pour évoquer l'Ukraine, donc dans ce contexte. On va revenir sur ce qu'on pourrait appeler la doctrine MAGA des relations internationales. Comment la caractériser? Est-ce un retour aux années 30? Les États-Unis sont-ils encore un allié de l'Europe? Comment réagissent les Européens sur le plan diplomatique, stratégique ou encore dans le numérique? États-Unis-Europe, la grande rupture. On va poser ces questions à mes invités. Pascal Joannin est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bienvenue. En face de vous, Philippe Golub. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bienvenue. Gilles Babinet est avec nous ce soir. Bonsoir, Gilles. Entrepreneur et président de la mission Café IA. Auteur de Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat. C'était aux éditions Odile Jacob. Bienvenue. Et puis nous avons la journaliste Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, qui va se joindre à nous, qui a un tout petit peu de retard. Cette doctrine publiée par l'administration Trump, Philippe Golub, je tourne vers vous. Est-ce un retour à l'isolationnisme des années 20-30 ? C'est un retour aux politiques de puissance qui sont nées en fait à la fin du 19e siècle. C'est pas tellement les années 30, c'est la fin du 19e, mais oui, et l'évolution, la montée en puissance des États-Unis à l'époque comme grande puissance industrielle. Aujourd'hui, les États-Unis sont en déclin relatif, mais c'est un retour à l'idée que les États-Unis sont en compétition avec d'autres grandes puissances et que le monde, le système international est structuré autour de cette compétition-là, donc Russie en Europe en particulier, et la Chine en Asie orientale, et que les États-Unis doivent prioriser leur prédominance, leur domination, pour parler tout à fait franchement, dans l'hémisphère ouest, non seulement le continent nord-américain, mais l'hémisphère ouest dans son ensemble, et éventuellement le Pacifique. Donc c'est une doctrine de zone d'influence. Doctrine de zone d'influence, qui en fait est un aveu du déclin relatif des États-Unis dans le système économique international que l'on voit dans les rapports nouveaux entre la Chine et les États-Unis, dans les négociations commerciales, et qu'on voit aussi au plan technologique, où la montée en gamme de la Chine ces dernières décennies a créé une nouvelle situation d'équilibre entre la Chine et les États-Unis qui n'existait pas auparavant. Donc nous sommes très loin de la vision triomphaliste. 1945, par exemple. Nous sommes très, très loin de 45 et nous sommes très, très loin de 1991. 45, les États-Unis dominaient l'économie mondiale, dominaient le commerce international, avaient la seule monnaie de réserve internationale. 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, comme on le sait, et les États-Unis se sont retrouvés très brièvement dans une situation unipolaire. Aujourd'hui, la situation est toute différente et Trump, en fait, est l'aboutissement d'un long processus de désagrégation du système américano-centré après 1991. C'est un processus long qui s'est opéré, qui aujourd'hui débouche sur une administration qui est une administration ultranationaliste, qui veut changer l'ordre du monde, mais qui veut, pour ce faire, avant tout, aujourd'hui on le voit... c'est America First. America First et sans l'Europe. Sans l'Europe. Alors, Pascal Joannin, justement, lorsqu'on lit cette doctrine, d'abord, la Russie n'est pas citée comme constituant une menace. Le Moyen-Orient n'est plus une préoccupation centrale. La Chine est un rival, un concurrent. Ce n'est pas vraiment un ennemi. L'Europe, finalement, est-elle encore l'allié des États-Unis ? Eh bien non. Je crois que s'il y avait quelques incertitudes, doutes ou rêveries en disant mais non, c'est pas possible, etc. Là, on a un document écrit, mal écrit, j'en conviens, brutal peut-être dans la forme, etc. Mais qui vise clairement, en effet, une entité qui n'est pas un État, qui a
quelques points forts, hein, quand même, cette Europe à 27 qui s'est créée en 1950, après la guerre, justement, pour que les compétitions et les guerres qu'on avait connues sur le continent et qui avaient poussé à sa destruction, on arrête tout ça. Et donc, elle a des avantages, et ça perturbe beaucoup Donald Trump. Et donc, je vois que dans une vision qui est la sienne, c'est l'Europe doit être en effet un vassal, et donc elle doit être aux ordres, voilà. Elle doit faire ce qu'on lui dit, et surtout pas être indépendante. Et mais puis, enfin, alors, pourquoi cette obsession européenne, mais parce que cette doctrine? Parce que c'est un ensemble, il faut mettre dans le monde international, c'est des États. C'est des États grands, petits, etc. L'Union européenne n'est pas un État. Et donc, ils se disent, on va pouvoir peut-être détruire cette union parce que c'est pas un État. Et donc, on le voit bien que dans le texte, il dit, ça serait bien qu'en effet, on retrouve des États qui seraient donc beaucoup plus petits, économiquement plus faibles et qui pourraient pas rivaliser. Parce que là, avec le marché unique, avec en effet l'Union européenne telle qu'elle s'est construite sur un certain nombre de règles, les règles économiques, mais numériques, Gilles pourrait en parler, eh ben, on a une force. Et donc, les États-Unis l'idée, c'est de l'affaiblir, de la détruire. C'est de l'affaiblir et de dire, eh bien, non, il faut essayer de faire en sorte que dans cette compétition nouvelle qu'on a avec la Chine, les Européens ne nous gênent pas. Ne nous gênent plus. Juste un mot, c'est parce que l'Europe représente un centre de régulation mondiale alternatif. Hein, du fait de sa transnationalité en partie, du fait de la manière dont l'Europe édicte des règles de comportement politique et diplomatique. Et la régulation est ciblée directement de régulation internationale. Ah oui, ça c'est le contraire de ce que veulent les États-Unis. Ouais. Voilà, Gilles Babinet, c'est aussi la stratégie réglementaire de l'Europe qui est visée. Donc c'est ce que vient de dire Philippe Golub, et on le voit, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Elon Musk qui dénonce, je cite, les commissaires woke de la Stasi de l'Union européenne après l'amende de 120 millions d'euros infligée par l'Union européenne donc au réseau X, qui est tombé vraiment au même moment que la publication de cette doctrine. Elle estime, l'Union européenne, que le réseau social enfreint les règles de la loi européenne. Le réseau a donc entre 60 et 90 jours pour se mettre en conformité. Est-ce que c'est symbolique? Pourquoi cette amende, Gilles Babinet? Et est-ce que ça va dans une vraie confrontation aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis? En fait, l'Europe a cherché à l'éviter le plus possible, parce que ça fait de longs mois que l'administration américaine fait observer que les réglementations numériques la gênent. Trump a fait plusieurs saillies à cet égard en disant que c'était anormal qu'on régule des plateformes américaines. En réalité, on est quand même chez nous. On a le droit de décider en tant qu'Européens des réglementations qui s'appliquent chez nous. Et donc, elle est appliquée, là, 120 millions, enfin, il y a une amende. Non, elle n'est pas appliquée parce que c'est une amende qui pourrait être beaucoup plus importante en réalité, parce que les biais constatés à l'égard de X sont très nombreux. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un à la Commission qui a fait observer que si l'amende n'était pas payée, elle décuplerait assez rapidement. Et donc, c'est ce qui probablement va se passer, sauf je pense que c'est l'intérêt d'Elon Musk de payer, mais peu importe. Il peut en réalité, pas payer. Je pense que symptomatiquement, ce qu'il faut voir là, c'est qu'on a le début de moi, ce que je craignais depuis des années, c'est-à-dire des actions coordonnées entre les tycoons, les grands leaders de ces grandes entreprises digitales, et l'État américain, et évidemment Trump en particulier. Il y a une alliance de fait, c'est-à-dire que au moins pour un morceau de la route, ils se sont dit qu'ils avaient intérêt à travailler ensemble. Je pense que c'est devenu assez clair depuis les premiers jours du mandat Trump. Elle était moins dans son précédent mandat. Et ensemble, ils peuvent potentiellement avoir une puissance de feu très importante, nuisible aux intérêts européens de façon significative. Pour moi, et avec cette capacité de mettre des amendes, est-ce qu'elle a une force de riposte suffisante? Oui, elle l'a, mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'on veut faire une Europe politique ou pas? Il n'y a pas d'autre question en réalité. C'est-à-dire que, est-ce qu'on dit, bon, on émet des amendes et puis on leur envoie le petit papier bleu en attendant qu'ils payent là-dessus? Ou est-ce qu'on se dit, il faut qu'on soit solidaire parce que ça va cogner? On a des valeurs et ces textes qui concernent le monde digital sont probablement les plus emblématiques du traitement de ces valeurs. C'est des enjeux de safety, de sécurité à l'égard de l'intelligence artificielle. C'est de l'antitrust, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y ait pas un acteur qui soit dominant. C'est du contrôle des discours de haine et de la désinformation sur les réseaux sociaux. C'est ça nos valeurs, en réalité. Et c'est ça contre quoi ils se battent. Et donc, il faut se donner les moyens. C'est des choix de valeurs. C'est pas des choix économiques, c'est pas des choix de technologie ou de je ne sais quoi. Et donc, le problème qu'on a à l'égard des 27, c'est de se dire,
les chefs d'État entre eux, au Conseil, c'est de se dire, vous savez quoi, ça va cogner. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on y aille ensemble? On sait bien que l'Europe est Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Vous nous avez rejoint, Laure Mandeville. Merci d'être là, grand reporter au Figaro. Les révoltés d'Occident, ça c'est votre dernier livre aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être là. Avant justement de vous faire intervenir, puisqu'on est déjà sur est-ce que l'Europe est encore un allié ou pas des États-Unis? Non, nous a dit à l'instant Pascal Joannin. On va écouter le discours de J.D. Vance, enfin un extrait à Munich, qui avait littéralement sidéré les Européens à l'époque. C'était le 14 février 2025. Et vraiment, lorsqu'on lit cette doctrine publiée noir sur blanc il y a quelques jours, on a l'impression de retrouver exactement cet extrait. On l'écoute. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur, le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales. Laure Mandeville, est-ce que vous avez noté dans cette doctrine une volonté d'ingérence vraiment du côté de l'administration Trump, comme d'ailleurs véhicule cet extrait du discours de J.D. Vance? Je crois en fait qu'il y a vraiment deux niveaux. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à comprendre, ou en tout cas à comprendre les tenants et aboutissants de cette doctrine, parce qu'il y a un niveau idéologique et un niveau géopolitique. Et je crois qu'au niveau idéologique, les États-Unis sont dans une attaque, en fait, sur le plan idéologique, au nom de ce qu'ils croient être la bonne direction. C'est-à-dire que pour eux, il faut magaïser finalement l'Europe. C'est-à-dire qu'ils considèrent, et je pense qu'ils n'ont pas quand même totalement tort, que l'Europe vit une crise profonde interne, une crise de faiblesse interne de ces institutions, que la question de l'immigration est devenue très difficilement gérable, qu'il y a des problèmes avec l'islamisme, avec l'islam même, dans le corps social, etc., etc. Ils voient l'insécurité galopante, ils voient les sociétés qui n'en peuvent plus de tout ça, qui se tournent vers l'extrême droite. Il parle d'un effacement civilisationnel. Exactement. Ce qui est justement là. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que il y a une pente qui pourrait faire que ces pays se retrouvent dans des situations de plus en plus complexes, avec si ces problèmes de migration, d'insécurité, d'islamisme ne sont pas résolus. Et donc, il utilise vis-à-vis des populations européennes un argument qui porte. Je vous le rappelle, puisqu'en fait, il y a des pans entiers du corps européen, corps politique, qui maintenant votent pour les partis populistes, pour les partis d'extrême droite, et il y a à peu près 70% de l'opinion européenne qui pense que la question migratoire est une question fondamentale et qu'il faut contrôler l'immigration. Et donc, il joue dans du beurre, là. Dans du beurre, mais il y a un autre niveau. Et il s'ingère, en fait. C'est très bizarre, d'ailleurs, attendez, qu'il utilise, en fait, ça dans sa posture disons, de sécurité nationale. Mais il utilise ça, et puis il y a le niveau géopolitique où il cible l'Europe en tant qu'Union européenne, parce que pour lui, c'est la métaphore, pour les Trumpistes, c'est la métaphore de la société globale, justement, sans frontières, sans nation, qui leur paraît extrêmement dangereuse. Et donc, ils veulent la cibler dans le but, comme vous avez totalement raison, d'assujettir, parce qu'ils veulent imposer leur volonté. Je dirais que ça fait des décennies que les États-Unis imposent d'une certaine manière leur volonté sur le plan économique. Ils sont quand même ils ont toujours été assez impérialistes. Mais là, je dirais qu'ils le font de manière ouverte. Donc c'est presque une guerre ouverte. Effectivement, vous avez raison, contre l'Union européenne. Et le pire, le dernier élément, c'est évidemment la question de la Russie, puisque dans cette position, ils veulent nous dire qu'ils vont forcer en fait les Européens à lâcher l'Ukraine et à avoir une paix rapide. Et il parle de stabilité stratégique, c'est-à-dire qu'au fond, la question du conflit ukrainien, c'est presque un truc marginal. Ce qui compte, en fait, c'est le rétablissement d'une relation avec Moscou et de juto contrat, etc. On va écouter d'ailleurs Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a réagi aujourd'hui. La nuance que nous percevons dans ce nouveau concept nous séduit, assurément. Elle évoque la nécessité d'un dialogue et de l'établissement de relations constructives et fructueuses.
Cela est très attrayant et correspond tout à fait à notre vision. Nous comprenons qu'en éliminant les sources actuelles de friction bilatérale, nous pourrions ainsi ouvrir la voie à une véritable restauration de nos relations, les sortant ainsi de leur crise assez profonde. Bon, la Russie ravie, hein, Philippe Golub. Finalement, l'Union européenne est-elle prise en tenaille entre, d'un côté, la Russie et les États-Unis ? Oui, alors je voudrais d'abord dire quelque chose sur le discours civilisationnel de l'administration Trump, qui n'est pas très civilisé d'ailleurs. Le sous-texte, qui n'est pas vraiment un sous-texte, c'est un texte de cette administration, des gens autour de l'administration de J.D. Vance, de Musk. C'est un discours de suprémacisme blanc. N'est-ce pas ? Et quand ils critiquent l'Europe, ils disent que l'Europe est en danger de submersion civilisationnelle, ils sont en train, en fait, de dire que le monde blanc, traditionnel, chrétien, européen, qui caractérisait l'Europe depuis des millénaires est en train de disparaître sous des flots de bruns, de noirs, de jaunes, etc., d'islam. Et donc ça justifie un interventionnisme. Cette administration est une administration de suprémacistes blancs. Elon Musk est un suprémaciste blanc. Il est né en Afrique. Il est né en Afrique du Sud. Il a grandi en Afrique du Sud sous l'apartheid. C'est un suprémaciste blanc. Tous les discours de Trump sur l'immigration reflète ce suprémacisme blanc. Donc, il y a là quelque chose qui va au-delà de simplement d'une critique d'une situation objective en Europe. Il n'y a pas du tout une analyse objective de l'Europe. Il y a un effort non seulement d'émiettement de l'Europe, mais un effort qui est destiné à pousser de l'avant des forces politiques extrémistes de droite en Europe qui sont eux-mêmes des suprémacistes. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. J'estime que la vision, en fait, de Trump à l'intérieur des frontières américaines, c'est pas une vision raciale, c'est une vision nationale. Et en fait, et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est qu'il a rallié, pardonnez-moi, il a rallié à son panache, d'ailleurs, une très grosse proportion des latinos, une partie très importante des Noirs. C'est donc bien que les gens se retrouvent dans ce discours nationaliste qui n'est pas un discours identitariste, pas un discours racial, contrairement à la gauche radicale américaine qui, elle, est dans l'identitarisme et le racialisme. Et donc, honnêtement, je ne sais pas d'ailleurs pour défendre Trump, je ne veux pas défendre Trump sur le sujet pour lequel on est là, mais je veux souligner que je pense que vous vous trompez sur le suprémacisme. Et sur l'Europe, ce n'est pas la question raciale. Je pense que derrière, il y a la question notamment religieuse, c'est-à-dire que c'est la question de l'islam dont il pense que ça va être un énorme problème pour l'Europe, et il n'est pas le seul à le penser d'ailleurs. Est-ce que l'Union européenne, pour revenir à ma question, est prise en tenaille aujourd'hui entre la Russie et les États-Unis, Pascal Joannin, alors qu'on rentre en plus dans une période électorale, l'élection présidentielle en France donc en 2027, on sent que ce n'est pas un hasard, c'est à ce moment-là que les États-Unis affichent cette doctrine. L'Union européenne est quand même entre deux puissances qui veulent l'affaiblir, pour faire simple. Alors, la Russie a toujours voulu affaiblir l'Union européenne. Hein. Ça, c'est toujours quelque chose sur lequel, du temps de l'Union soviétique, déjà, c'était une structure qui n'était pas la bonne. Et donc, ils estiment aujourd'hui que cette union est bien trop puissante par rapport à eux, hein, économiquement, etc. Donc, s'ils pouvaient en effet le trouver les moyens de l'affaiblir, il le ferait. Il se trouve qu'il y a une conjonction de planètes qui est assez nouvelle. Parce que quand même, l'affrontement dans la guerre froide, c'était entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et on a là un président américain, mais qui se lie les pieds et les mains à Poutine, qui se moque de lui. Et donc, on a en effet Peskov qui lui dit on n'a rien à redire sur la stratégie de sécurité. Pourquoi cette proximité avec la Russie, finalement ? Le plan sur l'Ukraine. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore toutes les clés. À mon avis, il y a des dossiers qui existent et qui font que M. Trump a fait des choses et M. Poutine a des dossiers sur M. Trump et qu'il le tient. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc, il est complètement le petit caniche de monsieur Poutine. Poutine rigole, il dit... Oui, mais il l'intègre dans une doctrine maintenant. Non, mais dans la doctrine, la Russie n'existe pas. Donc on voit bien que l'Europe, qui avait un front à l'Est, on le sait, et qui pensait, pour beaucoup d'Européens, qu'en effet, les États-Unis ne les laisseraient jamais tomber. Là, pour le coup, le réveil est brutal. Alors, pas pour les Français qui ont toujours eu, bien qu'ils aient complètement été avec l'indépendance américaine, se sont quand même beaucoup mis indépendants des États-Unis après. Mais certains pays aujourd'hui se
se réveillent avec le sentiment que, en effet, les États-Unis ne seront plus là pour les aider. Et quand on a en effet la volonté d'intégrer politiquement et la prise de décision dont parlait Gilles tout à l'heure, eh bien, en effet, il faut que tous les États qui composent l'Union soient à la même unisson. Et il y avait en effet des États qui croyaient encore, avant la stratégie, qui croyaient encore que les États-Unis, non, quand même, ils ne pourront pas nous abandonner. Là, je crois que pour eux, le réveil est brutal parce que c'est écrit noir sur blanc. Quand on regarde la réaction sur X de Kaja Kallas, sa chef de la diplomatie européenne, on peut dire que c'est très diplomate. Les États-Unis demeurent notre principal allié, elle écrit ça. Donc ça, c'est sa réaction à la doctrine. Donc il est dans l'intérêt des États-Unis que nous collaborions. Bon, est-ce qu'on est dans la collaboration, Gilles Babinet, à ce stade ? Et c'est une erreur que fait la Commission et les institutions européennes en général de continuer à penser ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a l'obsession de marché qui est très présente au sein de la Commission, parce que la Commission, au départ, les institutions européennes ont été créées pour des raisons de marché. Il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire, au début, c'était le CETA, c'était le charbon, l'acier, etc. Et cette dynamique est quand même très présente dans un certain nombre de pays européens, je pense en particulier aux pays scandinaves, qui n'ont pas voulu entendre parler d'Europe puissance. Finalement, c'est la France qui en premier a parlé d'Europe puissance en disant on est dans un monde qui évolue, qui se complique, et il faut qu'on ait une voie politique. C'est-à-dire que au-delà des enjeux économiques, des taxes, etc., on soit capable de s'exprimer sur des valeurs qui nous sont communes. Et ça a été un débat qui dure au sein du Conseil et d'ailleurs du Parlement aussi depuis maintenant plusieurs années, qui commence à être tranché. Parce que de quel côté est-il tranché ? Parce qu'au final, à 27, on voit bien que c'est difficile de mettre d'accord. De l'Europe puissance, évidemment, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, d'une façon générale. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de pays qui se rendent bien compte que s'ils abdiquent cette idée d'Europe puissance, c'est un affaiblissement général qui va se produire à cet égard. Et je pense que... Elle en a les moyens, cette Europe puissance ? Oui, bien sûr, mais il n'y a aucun débat, si vous voulez. Moi, j'ai passé 2 semaines à la Commission. Là, j'en reviens. J'ai passé un mois là-bas. Si vous voulez, les gens vous disent, mais justement, c'est ce qui nous manque pour pouvoir faire quelque chose qui est d'une très, très grande efficacité, c'est de dépasser cette base qui consiste à dire, en fait, on n'est pas un système fédéral. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB. Il est minuscule. Voilà, c'est minuscule. Et donc, le budget de l'État fédéral américain, c'est 20% du PIB des États-Unis. Donc, c'est 20 fois plus. Et évidemment, on fait beaucoup plus de choses. On donne de l'efficacité à l'argent qui est plus importante dans les sujets qui me concernent, en particulier qui sont ceux de la technologie, mais dans tout un tas d'autres sujets. Et donc ça, c'est un discours qui est pénible, qui est difficile à entendre parce qu'il faut faire des transferts de souveraineté au moment où on a les populistes. On a l'impression qu'on l'entend depuis longtemps, en plus, ce discours. Et me semble-t-il, le point qui est important de comprendre, c'est que ce que veulent Poutine et Trump ensemble, c'est un abaissement du niveau de la démocratie. Et le fait de s'exprimer un peu comme le fait Trump en tweet, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, c'est avec des majuscules partout, c'est une façon de rester éternellement au pouvoir. Et ça s'appelle du fascisme, c'est pas autre chose. C'est-à-dire de servir aux gens de la soupe, des choses qui sont prédigérées, qui sont sans intérêt, etc. Et après, la question de savoir si c'est racial ou pas, moi je pense que ça l'est évidemment. Vous regardez l'administration Trump, franchement, c'est une blague. Vous avez l'impression que c'est une photo de Norvégiens ou de Finlandais. Regardez. Attention à ce que vous dites sur les Norvégiens et Finlandais. Non, je parle effectivement de gens qui ont plutôt votre teinte de cheveux. Il dit qu'il veut une immigration en direction des États-Unis blanche de type nordique. Il le dit lui-même. Voilà, oui, donc ce débat pour moi est quand même un peu tranché. La vraie querelle déjà, elle existe au départ, puisqu'il y a des Noirs depuis longtemps et qu'il y a un vrai problème d'intégration des communautés. Donc on peut ne pas reconnaître mais il y a une multiculturalité aux États-Unis. Alors, tous en même temps, Laure Mandeville, juste sur revenir, vous parliez de la tenaille d'abord. La tenaille, il y a une double tenaille aujourd'hui. L'Europe en tenaille entre les États-Unis et la Russie. Elle est en tenaille d'abord entre sa crise interne, sa faiblesse interne immense et l'immensité de la menace russe. Donc il y a une crise géopolitique qui rencontre une crise
interne extrêmement importante. Et là, dans ce moment particulier, on a... Parce que vous la trouvez faible, l'Europe. Une nouvelle tenaille qui est... Nous sommes pris aujourd'hui par Trump qui nous lâche, effectivement, en tant qu'Europe, et Poutine. Donc il y a une double tenaille aujourd'hui. Et puis il y a l'état de faiblesse de nos dirigeants. C'est-à-dire, je regardais tout à l'heure les images de ces 3 dirigeants qui entouraient Zelensky. Et c'est vrai à Londres. Hein. Donc il y avait Merz, Starmer et Macron, et le président Macron. Et donc on sentait d'ailleurs qu'ils étaient très prudents dans leurs propos, comme Madame Kaja Kallas, vous l'avez souligné. Oui. Et pourquoi ils sont prudents? Parce que d'abord, ils ne sont pas prêts militairement. Deuxièmement, politiquement, ils sont hyper faibles. Et d'ailleurs, Trump enfonce le clou et le met dans sa doctrine, puisqu'il dit c'est des minority leaders, des leaders qui sont en fait en minorité dans leur pays aujourd'hui et qui sont censés mener cette guerre et donner l'impulsion. Donc ils sont politiquement faibles, ils sont sociétalement faibles parce que les sociétés sont fatiguées et ils sont militairement pas prêts. Et donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et il faudrait, comme le dit Gilles, une psychologie. Ils sont faibles aussi psychologiquement. C'est-à-dire qu'il faut déjà prendre l'initiative, dire aux Américains, maintenant, vous ne voulez pas soutenir l'Ukraine, nous allons le faire, mais par exemple, il faut dégeler, il faut des actions. Sinon, les sociétés ne suivront pas. Donc ça veut dire utiliser les avoirs russes, par exemple, gelés, mais le faire, arrêter de tergiverser. Pourquoi n'y a-t-il pas aujourd'hui de décision sur le dégel des avoirs russes? On comprend que le Premier ministre belge a de gros problèmes, puisqu'il est sous une énorme pression, mais comment se fait-il que nos dirigeants ne soient pas capables de le convaincre et de partager avec lui le risque? C'est la vraie question. Et d'autant plus que Trump veut mettre la main sur le magot, parce que il voudrait bien. Donc ça devrait motiver les Européens à agir et à ne pas se laisser juste embêter par des problèmes juridiques que soulève le... Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi il y a toujours une raison technique, une raison... Parce que l'Europe politique que cherche Gilles Babinet, elle n'existe pas. On n'a pas voulu donner à l'Europe des compétences politiques. Donc aujourd'hui, elle a une compétence économique, c'est un grand marché, il y a le numérique. Moi j'aime beaucoup quand même cette législation numérique parce que c'est la petite part d'extraterritorialité que nous avons par rapport aux États-Unis qui en ont beaucoup plus, voilà. Et en effet, toutes les compagnies qui opèrent sur le sol européen, elles doivent appliquer le droit européen, que ça leur plaise ou pas. Je conçois que ça leur plaise pas aux Américains, mais c'est comme ça. Mais il n'y a pas d'Europe politique parce que l'Europe, ce n'est jamais que ce que les États qui la composent ont bien voulu qu'elle soit. Et donc là, il y a un réveil brutal aujourd'hui, après la guerre en Ukraine, il y a presque 4 ans, de mettre sur la table des choses qui sont géopolitiques. Mais la géopolitique, pour l'instant, elle se fait au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et Madame von der Leyen, qui voudrait bien avoir un rôle beaucoup plus important, mais qui énerve beaucoup de capital, elle ne peut pas en avoir, et elle n'en aura pas. Parce qu'en effet, les armées, elles resteront nationales, il peut y avoir des coopérations industrielles, il peut y avoir des coopérations militaires sur le terrain, mais il n'y a pas ça. Et ça, c'est quelque chose que Trump et les étrangers ne peuvent pas comprendre, mais il y a depuis quand même 4 ans des pas qui ont été faits qu'on n'aurait jamais pu imaginer, et jusqu'à présent, quand bien même la situation politique n'est pas la même, il y a unanimité sur les sanctions en Ukraine, et M. Orban n'a jamais mis un veto contre les décisions au Conseil européen. Mais il manque un leader. Il me semble en fait. Oui, mais parce que justement, c'est pas le leader, c'était la puissance stabilisatrice hégémonique. C'était les États-Unis. C'était pas un État fédéral, et c'était l'État, le pays qui assurait la stabilité stratégique de l'Europe, c'était les États-Unis. À partir du moment où les États-Unis quittent la table, on n'a plus de leader. La France, la France est en fin de leader, qui aurait vocation à être le leader. En raison de son passé, en raison de quand même sa puissance militaire, l'arme nucléaire, etc., cette tradition, est dans un état de grande faiblesse à nouveau. Merz n'est pas beaucoup mieux sur le plan politique, mais c'est vrai que il vient d'arriver, économique. Il vient d'arriver. Il y a 6 mois qu'il est là. Il y a 6 mois. Mais il est extrêmement, il est pressuré par la poussée de l'AfD qui monte soutenu par Trump. Mais il a la puissance économique qui peut mener peut-être à la montée en puissance, disons, militaire de l'Europe. Mais c'est très lent. Visiblement, ils ont du mal quand même à se penser en puissance stratégique. Je ne dirais pas que c'est lent. Hein. C'est très rapide, mais ça part de très bas. Voilà, c'est ça. Mais c'est extraordinairement véloce. C'est vrai. Je peux vous dire que moi, je le vois du point de vue de la technologie. Les gens disent... il y a 1 an, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait été capable de ce qu'on vient de faire. Voilà, et c'est quand mais le retard est très, très important en matière technologique. Le retard est très important, mais ce qui est vraiment stupéfiant, c'est le niveau de collaboration sur ce plan-là.
C'est-à-dire qu'on a accepté de déléguer des pouvoirs et de les centraliser au niveau européen, qui sont des pouvoirs assez stratégiques dans notamment la normalisation des systèmes d'armes, qui décident beaucoup de choses. Et un certain nombre de pays, je pense à l'Allemagne en particulier, ont dû abandonner des velléités sur ces normes parce qu'elles favorisaient leurs acteurs. Bon, ça s'est fait. Et pas que. Même chose pour l'Espagne, pour d'autres pays encore. Et ça montre que des fois, on a un peu cette capacité à transcender vers un commun européen. Voilà. Et je pense qu'effectivement, vous avez raison sur le fait qu'il manque un leadership fort. Mais qui pourrait assurer ce leadership, très honnêtement? Si c'est pas la France, si c'est pas l'Allemagne. Un directoire. On parle beaucoup de ce fameux. Le directoire, une sorte de conseil à 5, c'est ça? Moi, je suis même pas surprise que les Polonais n'aient pas été. J'ai eu le sentiment que tout d'un coup, ils avaient perdu un wagon en route du directoire. C'est-à-dire que on voit effectivement les Allemands sur le devant de la scène, il y avait le triangle de Weimar, britanniques et français, et on voit pas les Allemands, on voit pas les Polonais. Et les Polonais, pardon, ni les Italiens. prennent leurs ordres à. Je suis désolé, je vais dire un truc très... C'est plus complètement Ils le prennent aux États-Unis. Non, mais c'est plus complètement le cas. C'est plus manifestement, le chef de la diplomatie polonaise, il n'était pas très tendre avec Elon Musk. Non, mais là, je crois qu'eux, ils se sont complètement réveillés. Les Polonais se sont réveillés. Et ce qui est intéressant, Laure, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que ce directoire, etc., implique le Royaume-Uni, qui a quitté l'Union, avec perte et fracas, et avec plutôt... fracas, parce qu'en effet, ça n'a pas été le modèle qu'on aurait imaginé, et tout le monde se rend compte aujourd'hui que le Brexit n'a pas été, ce qui fait que ni Orban ni d'autres ne sont sortis de l'Union, parce que le discours peu européen des dirigeants nationalistes n'est plus un discours anti-européen. Regardez Marine Le Pen, elle a compris qu'en 2017, elle s'était fait complètement avoir sur le thème européen. Aujourd'hui, ils le sont beaucoup moins. Et Mélanie aussi. Et encore, Mélanie, c'est différent, parce que c'est même pas le même groupe que Marine LePen. Attention, il y a trois souverainistes au Parlement européen. Il y a Mélanie, il y a Le Pen et puis il y a l'AfD. Ils ne sont pas dans le même groupe, ils ne s'entendent pas, etc. Tout le monde, ils ne veulent pas tous d'une Europe politique. Voilà. Et donc, surtout, eux, ils veulent le retour aux États-nations. Et, ils sont donc pour ça très Trump, parce que Trump leur dit, comme ça, je pourrais négocier, vous faire qu'une paix. Mais le Royaume-Uni, c'est intéressant parce qu'il revient sur beaucoup de politiques, et on voit bien sur l'Ukraine, mais également sur d'autres, et en se disant, peut-être, on va pas revenir dans l'Union parce que ça, c'est compliqué, mais on peut peut-être faire des choses, tous avec les grandes puissances qui sont celles que l'Union compte. Il faudra peut-être y mettre l'Italie un jour, je ne sais pas. Mais donc, éventuellement, un directoire. Excusez-moi, mais je vous laisse la parole. Il me semble, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, deux pays qui étaient tellement branchés sur les États-Unis, que sont à la fois la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et la Pologne, aujourd'hui, sont dans un débat. Les Anglais, par exemple, c'est très impressionnant d'écouter les diplomates anglais aujourd'hui, mais vraiment taper sur Trump et dire on a un problème, il faut qu'on crée une véritable défense européenne. Les Anglais et les Polonais aussi. Tout en ne voulant pas renoncer à quand même cette relation particulière qu'ils ont avec les États-Unis. Mais c'est vrai que quand même, ils appuient aujourd'hui sur l'Europe. Et c'est vrai que les Polonais, vous avez un débat acharné. Il y a encore des gens qui disent attention, il faut y aller très mollo, les Américains, c'est notre seul. Mais quand même, c'est fini leur mythe de Reagan qui venait les sauver, qui les a soutenus pendant toute la guerre froide, etc. Ils voient que c'est parti. On va écouter. F-35 à tour de bras. C'est ça, ils achètent des F-35, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. C'est beaucoup d'argent, et quand vous achetez un système comme ça, vous êtes lié pour 50 ans. Donc c'est quand même un choix extrêmement fort, et ils le savent. Donc je pense qu'effectivement, il y a des dissensions. Parfois, je me pose la question si ce n'est pas des dissensions de façade, pour être franc, parce qu'une chose qui est extrêmement importante, c'est le renseignement. Et le renseignement, ça marche bien entre la Pologne et les États-Unis. Et moi, je tiens à le dire. Alors, c'est plus le cas, parce que ça fait très longtemps que j'y étais plus, mais je peux vous dire que dans le domaine du numérique, c'était très pénible de voir qu'on prenait des initiatives et qui étaient souvent désamorcées par des pays qui allaient chercher leurs ordres à Washington, et qui faisait que, non, il y a un pays qui disait, moi, je ne suivrai pas là-dessus. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a un changement. Donc il faut les comprendre aussi. Les Polonais disent, on a toujours été abandonnés par les Européens, mais qui cherchaient ailleurs une garantie. Vous avez raison, mais aujourd'hui, compte tenu maintenant de ce qui est écrit, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient peut-être que tout ça, c'était de l'interprétation, que c'était un leader, que c'était ceci, cela, ils avaient quand même des doutes, et ils avaient quelques illusions. Là, aujourd'hui, moi, je peux vous dire que, en effet, les rares qui avaient
avait encore des velléités à croire que les États-Unis resteraient. Là, aujourd'hui, ils tombent de leur chaise parce que c'est écrit noir sur blanc et qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas la Pologne, il n'y a aucun État membre qui est nommé. Il n'y en a Après, aucun. c'est une question de moyens aussi. C'est l'Union européenne, l'Europe en général. On va écouter Emmanuel Macron, hein, qui donc après cette fameuse réunion au Royaume-Uni. Je pense que la question principale est désormais la convergence entre nos positions communes, européennes et ukrainiennes, et celle des États-Unis, afin de finaliser ces négociations de paix et d'entrer dans une nouvelle phase dans la meilleure position possible pour l'Ukraine, pour les Européens et pour la sécurité collective. Philippe Golueb, là, il a quand même prononcé le mot convergence, alors qu'on ne voit que des divergences. Donc ça prouve qu'ils essayent tout de même encore, les Européens, d'avoir cet accord, de jouer un rôle sur l'Ukraine, mais on a l'impression que ça s'éloigne de plus en plus. Il n'y aura pas de retour en arrière, en réalité. Ce qui exprime cette doctrine de façon extrêmement crue, extrêmement brutale, est quelque chose qui, me semble-t-il, est maintenant très profondément ancré dans la politique. Même si les démocrates reviennent au pouvoir, par exemple. D'abord, les démocrates ne seront pas à la Maison-Blanche tout de suite. C'est pas sûr d'ailleurs qu'ils gagnent les élections en 2027. Les élections du midterms ne vont pas garantir une voie nouvelle, VOIX et VOIE, voie nouvelle en politique internationale. Donc je pense que ce que je disais au départ, c'était on est dans l'aboutissement d'une tendance très longue qui était déjà ancrée dans la politique américaine, mais qui s'est affirmée de plus en plus à la fin de la guerre froide et qui aujourd'hui aboutit à cette rupture. C'est une rupture qui l'Europe devra en prendre la mesure et choisir, et décider comment exister. Le problème aujourd'hui dans cette disparition des États-Unis, c'est pas une disparition. Ils partent pas, ils interviennent pour changer les politiques intérieures en Europe. L'Europe devra réagir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas simplement une ingérence, c'est pas simplement une ingérence bénigne de développement, je sais pas, d'une politique démocratique commune. C'est une ingérence qui a pour but, je reprends votre expression fascisante, qui a pour but de mettre en place des forces politiques fascisantes en Europe qui correspondent à l'idéologie dominante. Avec une ingérence dans les processus électoraux et donc via probablement le numérique. Oui, mais on l'a vu dans certaines élections. On pense même qu'il y a eu des choses qui se sont faites aussi aux États-Unis, dans la campagne de... Et donc, il y a les moyens... On parlait beaucoup des Russes, c'est quand même assez peu des Américains pour l'instant dans les processus électoraux. Mais l'Europe, elle a quelques atouts dans sa main, elle n'en a pas beaucoup, mais elle en a quelques-uns. C'est à elle de les utiliser, c'est à ceux qui sont élus quelque part et désignés pour un moment qui est... etc. Et donc, elle a des cartes, et là, le réveil, il est trouvé. Il y a un Conseil européen dans 10 jours, très exactement. Et là, il va falloir tenir compte de la nouvelle situation. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui soit délivré parce que le public attend. Et si à la réunion, même si on est à la veille des trêves de Noël, le public, les citoyens attendent que l'Union prenne et le courage de prendre des décisions. Après, ils seront donc les mesures, prendre une décision qui va petit à petit, mais dans le bon sens, comme on l'a fait à partir de février 2022, pour aboutir là où on est aujourd'hui. Par exemple, sur les avoirs russes. Sur les avoirs russes, c'est le 19 décembre. Le 19 décembre. À mon avis, qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une alliance qui est plus qu'implicite entre les dirigeants des grandes entreprises technologiques et le pouvoir MAGA. En ce sens que ces technologies créent de la colère. Et elle crée de la colère parce que la colère crée de l'addiction à ces technologies. Et donc, vous simplifiez le discours le plus possible. C'est ce que permettent ces technologies. Et vous créez de l'excitation. Vous mettez en avant les thèmes qui sont polarisants. Voilà. Et donc, c'est une alliance de circonstances et qui est en train de tourner d'une alliance implicite à une alliance explicite. Et c'est très impressionnant de le voir. Moi, je peux vous dire, pour connaître assez bien cet environnement, de voir que peut-être... à part Tim Cook et à part l'ensemble du management de Google, le reste, Mark Zuckerberg, c'est explicite, c'est tout à fait clair, c'est son projet politique, et c'est quelque chose qui devient vraiment un enjeu. Je pense que dans le cas de Amazon, c'est le cas aussi. Dans le cas de Tesla, c'est le cas aussi. Donc comment l'Europe, il nous reste 3 minutes, on a les processus électoraux, comment l'Europe peut se protéger, peut agir? On doit d'abord, je crois, à un moment dire... Ces réseaux sociaux, c'est un problème. On doit contrôler ces réseaux sociaux. On doit pouvoir savoir comment ça fonctionne, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Quel est l'algorithme qui est derrière? Et mais alors ça, c'est très compliqué, justement. On aimerait bien savoir quel est l'algorithme qui est derrière. C'est juste que c'est une déclaration de guerre aux États-Unis, mais c'est le seul moyen
de préserver la démocratie chez nous. Parce que déclarer sinon, la guerre aux États-Unis via tous ces réseaux sociaux, c'est obligatoire. de l'interdiction, de la régulation. C'est la guerre numérique, donc voilà. Ouais. Laurent Mandeville. Mais c'est Non, mais je crois indispensable. que ce qui est vrai, c'est que ce rapprochement qui est lié aussi à des enjeux de compétition internationale pour côté américain, c'est-à-dire cette fusion entre les intérêts de la tech et de l'État, en fait, ça c'est très clair. Mais il se positionne. C'est très intéressant, par exemple, que tous ces géants qui étaient, par exemple, avant à fond pour avoir leurs usines en Chine, etc., sont maintenant tous favorables. Donc, ils sont favorables à rapatrier leurs usines et à faire corps avec l'État contre les Chinois. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le plus gros problème, c'est l'idéologie. C'est pas tant le fait d'exprimer une volonté de dépenser dans le pays. Alors, juste, il nous reste 5 secondes. Que doit faire l'Europe là face à cette menace? Je fais un tour de table. Dans cette affaire, il faut prendre les cartes qu'on a, etc. Parce que dans le jeu qui est les États-Unis sont en train de déclarer une guerre à l'Europe, c'est les Chinois qui vont sortir gagnants du jeu là, parce que comme c'est du sang et des larmes. Voilà, il faut dire, voilà, c'est nos valeurs. Peut-être que ça va nous coûter, qui va monter les taxes à 25, à 30%, je ne sais quoi. Mais à la fin, est-ce qu'on considère qu'on est servile et qu'on veut acheter, on veut vendre des produits avec peu de taxes ou je ne sais quoi, ou est-ce qu'on considère que finalement, on a un projet qui vaut le coup de se battre et que ça va être dur pendant un moment, mais qu'on va s'imposer. Oui, mais on est loin. On a l'impression qu'on est loin de cette doctrine européenne de protectionnisme. On peut y aller. La préférence européenne. Oui, préférence européenne. On a un sujet qui est majeur, c'est l'Ukraine. Si on doit faire quelque chose sur l'Ukraine, pour nous, c'est le test crucial. Ouais. Et donc, il faut... Avec les Ukrainiens, on a la chance d'avoir une armée ukrainienne qui fonctionne, des gens qui veulent se battre, qui ont une armée de 800 000 hommes. Et si on les aide, il faut faire monter en puissance avec eux une défense pour leur fournir des armes, celles qui leur manquent. Ils ont déjà une industrie de drones exceptionnelle. Ils peuvent nous aider à monter en puissance sur ce low cost. Donc c'est le premier défi à relever. Il n'est pas un énorme investissement qui nous permette d'aller beaucoup plus vite et qui nous permette de faire face assez rapidement. Et les Ukrainiens ont plein d'idées à nous donner sur ce point de vue. Il doit y avoir en fait une alliance entre l'Ukraine et l'Europe pour faire face à la Russie. Et si on arrive à consolider ce front, ça nous donnera de l'énergie pour faire face aux autres défis internes qui nous attendent. Philippe Golub. Je suis d'accord avec Gilles que la priorité des priorités, c'est de s'assurer une véritable autonomie et une politique européenne coercitive vis-à-vis des Magas. Et de construire une capacité européenne dans ce domaine-là. Merci Philippe Golub, Pascal Joannin, Gilles Babinet, merci Laure Mandeville, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. À demain.